Bon, ben, bonsoir à toutes et à tous. C'est un plaisir d'être ici. Donc, je suis pas à INRIA, moi, mais j'ai beaucoup d'amis à l'INRIA. Donc, à chaque fois, d'ailleurs, je me retrouve souvent à retrouver Alex. Ben, merci aux organisateurs de m'avoir invité. Donc, moi, je vais essayer de vous parler un peu de la relation entre, justement, cerveau naturel et cerveau artificiel, pour ainsi dire. Et je vais essayer de vous présenter ça sous 3 axes. Un premier axe qui est plutôt ce que j'ai appelé top-down, sémiologique, où on part de l'hypothèse de on sait comment fonctionne le cerveau, ce qui est une erreur à mon sens, et on essaye de faire un artefact artificiel d'après ses a priori. Une approche plutôt bottom-up, informationnelle, où on essaye de simuler ce qu'on sait du cerveau d'un point de vue biologique, et on essaye de faire sens de cette simulation, et après essayer de faire un peu un cercle vertueux entre les deux. Alors au niveau top-down, ben, du coup Alex m'a un peu coupé l'herbe sous le pied puisque justement je voulais introduire avec l'image nette. Donc effectivement on est face à une formidable efficacité en fait de réseaux de neurones artificiels au point d'atteindre les performances humaines. Bon, il y a encore de l'espoir sur certains cas, comme par exemple détecter la différence entre des muffins et des chihuahuas. Mais il y a certaines tâches qui ont été pendant longtemps pensées comme étant un peu le saint graal de l'intelligence artificielle, comme le jeu de Go. Et l'humilité s'est faite il y a un peu plus d'1 an maintenant avec la défaite de Lee Sedol face à AlphaGo. Et ce que j'aime bien en fait avec cet exemple-là, donc notamment avec ce coup particulier qui a été assez reconnu dans la communauté du Go, c'est qu'en fait la communauté du Go c'est pas dit ah zut on arrête de jouer au Go, c'est foutu, on s'est fait battre. Non, au contraire ils ont vu ça comme une chance pour découvrir une nouvelle manière de jouer au Go. Et typiquement ce que dit Fanui, c'est qu'ils trouvent ça beau en fait de découvrir de nouveaux styles de jeu à travers l'intelligence artificielle et donc AlphaGo. Donc c'est une perspective très positive et très, je pense, sage pour voir ces essors au niveau de la technologie. Alors après, il y a des essors plus concernants éthiquement parlant. Donc par exemple, la DARPA aux États-Unis travaille beaucoup aussi sur des approches d'ingénierie pour s'inspirer des connexions synaptiques pour faire des microprocesseurs et des microchips inspirés. Alors du coup, on est parti de faire justement du neuromorphic computing, ce qu'on appelle, sur des wafers, donc sur du silicium. Et donc on se demande où ça va, surtout avec la DARPA en plus. De l'autre côté, plutôt du côté business, donc on a IBM aussi qui s'est intéressé beaucoup à tout ce qui est neuromorphique, avec notamment la puce True North, qui essaye justement de faire une microchip qui utilise un peu des principes de connectivité et de réseau de neurones avec des potentiels d'action, donc un peu bio-inspiré. Mais alors ce qui est marrant, c'est que justement True North s'est fait comment dire, troller par Yann Lequin en disant que c'était pas un bon design en fait. Donc c'est assez marrant parce que pour moi ça incarne bien en fait le problème de cette dualité entre neurosciences et intelligence artificielle, notamment au niveau deep learning et neuromorphique. C'est que pour Yann Lequin, le fait d'utiliser des neurones spikants, c'est un truc qui n'est pas efficace et en fait, ce qui est drôle, c'est quand il dit spiking neurons have binary output like neurons in the brain. Il y a une version très ingénieure de comment fonctionne le cerveau, qui pourtant, justement, Alex aussi a parlé de von Neumann, est déjà mis en défaut depuis longtemps en fait. Donc même von Neumann, tout en étant dans son livre Le cerveau et l'ordinateur, justement, pointe du doigt qu'il y a une caractéristique analogique et complexe dans le cerveau, où justement les neurones ne sont pas juste des interrupteurs 0-1, mais quelque chose d'analogique, et c'est justement là qu'il faut creuser. Alors il y a plein de différences justement entre le réseau naturel et le réseau artificiel. Il y a cet article qui est super, qui compare le noyau Linux avec le réseau de transcription de Escherichia coli. Et pour essayer de comprendre en fait justement la nature et le design, c'est radicalement différent dans le résultat, parce qu'il y en a un qui est façonné par l'évolution et l'autre qui est façonné par justement une optimisation par design justement. Donc c'est pas contre l'intelligent design, mais un peu quand même. Et en fait on voit que la nature va par exemple
favoriser des structures redondantes, où si on enlève un transcription factor, il y en aura peut-être un pour justement contrebalancer. Et évolutivement, ces redondances-là ont un intérêt pour la survie biologique. Alors que justement, dans le kernel Linux, si on a deux fonctions qui se ressemblent beaucoup, on va faire par design une fusion des deux fonctions pour optimiser le code. Donc il y a des différences comme ça caractéristiques entre design par l'évolution et design par un ingénieur. Et du coup, on aboutit à des structures très différentes. Alors si vous êtes dans les neurosciences, vous avez dû voir ce graphe à gauche au moins 1 million de fois. Donc ça, c'est un schéma, un des premiers schémas de connectivité du système visuel par Van Essen. Et donc ce qui frappe quand on voit ça, c'est que, on regardait tout à l'heure, les EG, c'est des datas qui sont très messy. Là, quand on voit ça, on se dit, mais comment on va faire sens de cette connectivité, tellement c'est redondant, tellement il y a des boucles dans tous les sens. Comparé avec notre idéalisation des réseaux artificiels où tout est symétrique, idéal, on est dans la musique des sphères et Platon à droite, alors qu'à gauche justement on est face à la réalité, quoi. Enfin, le cerveau est quelque chose de très très redondant et d'extrêmement difficile à percevoir comme quelque chose de feed-forward, de linéaire. Donc du coup, bon, ça questionne un peu l'approche top-down. Alors l'approche bottom-up, alors on va essayer de voir l'approche bottom-up. Pour motiver cette approche, bah justement, j'ai repris une citation récente de Geoffrey Hinton, donc, qui est justement plutôt du côté top-down habituellement, et qui justement, avec ses travaux récents, par exemple sur les neural capsules, où il essaye d'explorer d'autres possibilités en matière de réseau de neurones, lui, il pense aussi qu'on est allé trop loin dans une métaphore du réseau de neurones avec la backpropagation comme étant comme ça que le cerveau fonctionne. Et justement, qu'on est peut-être dans un puits de potentiel d'optimalité avec cette métaphore-là, et que si on veut progresser maintenant et avoir une innovation de rupture, il faut revenir et faire un tabula rasa et remettre un peu tout en question pour redéfinir comment on pourrait refaire des algorithmes d'intelligence artificielle. Et notamment, en fait, le problème qu'il pose, c'est surtout le fait que la plupart du temps, dans la nature, on n'a pas justement d'apprentissage supervisé. Enfin, l'apprentissage supervisé, c'est quelque chose d'idéalisé pour nous, en tant que scientifiques, quand on veut faire de la classification. On est bien content justement qu'on nous donne des labels, mais l'enfant, quand il sort et qu'il arrive au monde, ben, il se débrouille avec, bon, on lui donne quand même des indices, mais c'est quand même beaucoup non supervisé. Alors, une autre motivation qui est plutôt venant des neurosciences, c'est qu'il y a plein de choses en fait en neurosciences qu'on ne comprend pas encore sur le cerveau, parce que justement dans la partie, ce que disait Alex dans sa conclusion, comprendre le cerveau, on ne sait pas si c'est doable par des humains, c'est qu'il reste encore plein de choses qu'on n'a pas encore compris dans le fonctionnement du cerveau. Donc typiquement la plasticité neuronale, ça reste quelque chose de très très mal compris, et on a effectivement des idées de différents mécanismes, mais en fait il n'y en a pas qu'un justement. Réduire la plasticité à juste un seul mécanisme, c'est très très réducteur. Les formes de connectivité sont peu connues. On a des différents réseaux et différents types de connexions qui cohabitent dans le cerveau avec différents circuits et différents neurotransmetteurs. On a 90% des cellules du cerveau qui sont les astrocytes qui ne sont pas du tout représentées dans les réseaux de neurones artificiels. Ça commence un petit peu, mais ça pourrait être justement, quand on a 90% des cellules du cerveau qui restent non expliquées d'un point de vue du traitement, ça pose des questions sur est-ce qu'on comprend vraiment ce qui se passe. Et justement, il y a plein de recherches en neurosciences qui vont dans le sens que les astrocytes ont un rôle dans le traitement d'informations sur des constantes de temps plus longues que celles des neurones. Et donc du coup, est-ce qu'on peut faire justement des traitements au niveau réseau de neurones artificiels qui ont une meilleure gestion de la temporalité. J'ai mis le corps, parce que le corps c'est important, surtout quand on veut aller chercher son propre training set par soi-même. Donc on n'a plus à donner à l'algo son training set, il va le chercher tout seul. Donc ça, les roboticiens l'ont déjà bien intégré. Et enfin, un sujet qui me tient bien à cœur, c'est les oscillations. Donc quand on fait de l'EEG justement et de la neurodynamique, on s'aperçoit que le cerveau est rempli d'oscillations et que leur rôle au niveau de la cognition s'avère quand même important, notamment dans les processus attentionnels, dans la perception du temps, et on s'aperçoit même qu'il y aurait peut-être des mécanismes de calcul basés sur ces oscillations. Et là, encore une fois, sur les réseaux de neurones artificiels, c'est le genre de dynamique qui est totalement inexploité à l'heure actuelle. Donc
toute cette masse de choses qui sont encore inexplorées, ça peut être très intéressant du coup de mieux les comprendre pour mieux les appliquer après sur faire des nouveaux algos. Alors, dans les approches bottom-up de simulation, on a eu des bons exemples sur, par exemple, Ikizevich et Edelman, donc ça c'est en 2008, où apparemment Ikizevich a occupé pendant 6 mois le supercalculateur à La Jolla pour simuler quelques secondes de resting state en prenant tout ce qu'on pouvait avoir à l'époque sur la connectivité, les neurotransmetteurs, etc. Et pour faire cette simulation où on a l'activité au repos d'un cerveau qui est déconnecté de l'environnement, ce qui est extrêmement limité en soi si on veut comprendre ce que fait le cerveau, mais qui est déjà un premier pas. On aperçoit par exemple des sortes de vagues d'activité, des traveling waves, des ondes qui se propagent comme ça. Et en fait, la conclusion d'ailleurs de Ikizevich et Edelman, c'est que c'était intéressant, mais en fait, sans tâche et sans environnement, on ne va pas pouvoir aller trop loin non plus dans cette méthode bottom-up. Alors pourtant, on a un projet assez connu en Europe qui s'appelle le Human Brain Project, qui a commencé avec notamment le Blue Brain Project, initié par Mark Ram, qui a justement cette idée de vouloir simuler vraiment le cerveau en bottom-up et voir ce qui va en sortir, quoi. Donc là, par exemple, on a une colonne corticale, je crois que c'est 10 000 neurones dans ce cas-là, ou en tout cas plusieurs dizaines de milliers. Et donc on arrive à simuler, en fait, électrophysiologiquement, ce qu'on pourrait observer avec une carotte de cortex in vitro. Et cette approche-là a été très très critiquée. Alors, pour donner un côté positif, Catherine Amunds, qui est un peu la nouvelle coordinatrice du Human Brain Project, dit que finalement tout cet effort a contribué à faciliter le développement de plateformes, d'infrastructures et d'outils pour pouvoir aborder de manière computationnelle l'étude du cerveau et tester ainsi des hypothèses in silico. Mais Christophe Corr résume de manière plus ironique le problème, c'est que en fait le petit secret derrière tout ça, c'est que même un C. elegans qui est un tout petit verre avec 302 neurones, en connaissant tous les détails du fonctionnement de ces neurones, on n'arrive pas encore à faire le sens de ce qui se passe, quoi. Donc est-ce que multiplié par 10 000 un problème qui déjà ne marche pas à 302 va nous donner la clé? Beaucoup de personnes en doutent. Et alors du coup c'est assez marrant. Il y en a qui parlent de la singularité. Moi, on était arrivé avec des amis à la wormularité. C'est que il y en a qui comparent ça au cargo cult, mais au niveau du cerveau, quoi. Le cargo cult brain, c'est l'idée que si on simule tout, alors on va avoir quelque chose qui va marcher et qui va nous faire comprendre. Et donc du coup, c'est un acte de croyance limite d'aller dans cette dynamique-là. Alors, tu peux juste expliquer vite fait pour ceux qui ne connaissent pas le cargo cult, hein. Ouais. Donc le cargo cult, c'était, je crois que c'était en Polynésie, des indigènes qui construisaient des faux aéroports dans l'idée de faire que les avions, les vrais avions, viennent et donnent du coup des ressources, donc de la nourriture. Enfin, ils observaient en fait que les Occidentaux, ils appelaient à la radio et ils recevaient des vivres qui leur arrivaient parachutés, donc ils avaient l'impression qu'en faisant des fausses cabines téléphoniques et en faisant l'apparence, voilà, en ayant la même apparence que ce que faisaient les Occidentaux, ils allaient avoir de la même manière, ils ont construit des fausses pistes d'avion pour qu'on leur donne des vivres. Qu'on leur donne des vivres, et puis ça venait pas forcément, mais voilà. Et donc là, ouais, donc on compare. Alors c'est qui déjà? C'était Neuroconstruct, ouais, qui disait donc du coup que les simulations du Human Brain Project vont autant penser que les avions du cargo cult pourraient voler, quoi. Mais donc pour être sur quand même le côté positif, donc pour revenir sur ce que disait Catherine Amunds, c'est que en fait effectivement il y a eu énormément d'outils et d'infrastructures qui ont été développés pour le Human Brain Project. Moi je m'en sers notamment par exemple Nest, qui est un super logiciel de simulation de réseaux biophysiquement réalistes de neurones, et qui en plus est fait pour être mis à l'échelle sur des supercalculateurs, etc. Donc ce genre de développement effectivement nécessite un effort très très collectif. Et donc pour finir sur ce bottom-up, il y a une convergence quand même avec ce qui se fait
en top-down, puisque par exemple des travaux comme par exemple Timothée Masquelier et Simon Thorpe montrent qu'on peut arriver avec des réseaux spikants, donc ceux qui étaient utilisés avec TrueNorth de IBM, on peut arriver à faire justement des réseaux convolutionnels et s'approcher de ce que font les réseaux convolutionnels classiques, mais en ayant plus de plausibilité biologique. Donc on a un peu une sorte de course-poursuite entre les deux pour essayer de converger. Et donc du coup, ça m'amène à la partie 3, où moi je vais essayer de voir comment j'essaye de faire un cercle un peu entre les deux. Donc moi ce que je fais à l'Institut Pasteur, c'est travailler sur l'interaction sociale, et j'essaye de développer un champ qui s'appelle la neuroscience computationnelle, neurosciences sociales computationnelles. Et pour ça, j'ai 3 axes. Enregistrer plusieurs cerveaux en même temps pendant les tâches d'interaction sociale, faire des simulations de cerveau, mais en interaction sociale, donc plusieurs cerveaux en même temps qui interagissent, et faire l'interaction entre un humain et un modèle computationnel d'un humain. Donc pour simplifier le schéma, donc cerveau avec modèle, ou modèle avec modèle. Donc cerveau avec cerveau, j'ai surtout étudié en fait comment, effectivement, il y avait une partie de la cognition humaine qui était un peu mise à l'écart, qui était la composante interactionnelle qu'on avait au cours des interactions avec les autres, et comment justement on était pris en sandwich entre notre contrainte biologique et notre socialité. Alors pour ça, justement, j'ai développé des techniques pour enregistrer plusieurs cerveaux en même temps en situation d'interaction. Et dernièrement, par exemple, on a eu un autre article qui était assez intéressant, où on montrait que justement, il y avait des effets interactionnels, par exemple, dans les couples amoureux pendant la douleur. L'empathie réduisait en fait la douleur de l'autre. Donc ça, c'est plutôt le côté neurosciences, et c'est de comprendre justement comment cette socialité a été sous-estimée sur le plan de la cognition. Ça, justement, ça m'a amené à faire de l'approche bottom-up, mais alors, j'ai pas eu l'ambition de faire un modèle biophysiquement réaliste jusqu'au bout. Je suis resté très parcimonieux sur les simulations. Donc là, par exemple, c'est un exemple justement de simulation de 2 cerveaux en interaction, en prenant à la fois une partition anatomique à partir de l'IRM et de tenseurs de diffusion pour la connectivité. Donc on peut avoir une sorte de simulation grossière d'un cerveau, et ainsi faire en sorte, on peut après mettre des modèles dynamiques sur ces réseaux, voir quel est l'impact de la structure anatomique sur la dynamique, et notamment dans la dynamique entre 2 cerveaux, donc interactionnellement. Et alors du coup, le dernier point, c'était le fait de combiner les deux. Donc comment on fait pour avoir un humain en interaction sociale avec un modèle d'un humain. Donc là, c'est ce qu'on a appelé le Human Dynamic Clamp, donc où on fait dialoguer en fait l'empirique et le théorique. Donc soit on teste l'humain avec ce système-là, soit on teste le modèle d'une certaine manière, parce qu'on peut faire aussi, donc on peut faire un test de Turing et voir à quel point le modèle est capable de se faire passer pour un humain, mais aussi on peut tester de manière rigoureuse et on va dire réplicable justement un contexte interactionnel où justement il y a une partie de la dyade de l'interaction qui est toujours rigoureusement identique, puisque c'est le même modèle mathématique qu'on utilise. Donc pour moi, par exemple, dans le cas de l'étude de l'interaction sociale dans l'autisme, c'est intéressant de réduire l'espace de possibilités dans l'interaction en ayant un des 2 membres de l'interaction qui soit plus fixe. Et donc nous, on avait aussi vu dans ce genre de paradigme, en fait, une remise à niveau du test de Turing, où on n'est pas sur juste un jugement de l'interaction sur le plan de à quel point l'avatar ou le robot se fait passer pour un humain, mais aussi dans l'implémentation. C'est-à-dire qu'on a de plus en plus de robots, d'avatars qui jouent sur le gimmick et se font passer pour un humain en utilisant des petites astuces. Donc ils vont zozoter, ou ils vont ils vont être super cute, etc. Ça, c'est un moyen de rendre l'interaction plus humaine en apparence. Mais au niveau de l'implémentation, on peut rester sur des arbres décisionnels très simples et des choses qui ne sont pas du tout proches de l'implémentation biologique qui permet l'interaction avec autrui. Donc justement, avec ce genre de paradigme, on peut tester la plausibilité de l'implémentation de l'interaction. Alors pour conclure, donc justement, en parlant du test de Turing, je pense qu'il incarne bien en fait ce problème de mettre en lien
l'approche ingénierie et l'approche plutôt compréhension en neurosciences du fonctionnement de la neurobiologie, avec ces articles majeurs, donc on computable number, mais aussi computing machinery intelligence, où là je disais que justement on arrive à re-questionner un peu les principes de juste se baser sur un jugement extérieur. Et enfin son dernier gros papier en 52 sur tout ce qui est morphogénèse, où justement on a plus un ancrage mathématique dans les formes et les motifs qui sont générés biologiquement. Et je pense que justement on est à la limite de cette interaction entre modéliser la machine de Turing, c'est vraiment le modèle très idéalisé de qu'est-ce que serait un algorithme. Chemical basis of morphogenesis, on est vraiment on a les mains dans le cambouis, on est sur vraiment comment la biologie crée des patterns par émergence. Comment on arrive à faire la jonction entre les deux, on n'est pas encore arrivé à faire ce pont-là. Et alors, aussi pour finir, donc il y avait un papier assez marrant et assez amusant, ouais, où des neuroscientifiques se sont amusés à dire, mais est-ce que, en fait, un neuroscientifique, avec les méthodes qu'on emploie, on serait capable de comprendre un microprocesseur? Et alors, je trouve ça assez drôle parce que ça fait prendre un gros coup d'humilité sur le plan neuroscientifique. Parce qu'ils ont utilisé les mêmes méthodes. Donc, typiquement, les lésions, donc comme avec Paul Broca, on détruit un transistor, on regarde comment ça impacte le fonctionnement du microprocesseur. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? On enregistre des potentiels d'action, donc on fout des voltmètres un peu au hasard dans le microprocesseur, on regarde qu'est-ce qui sort. Après, on peut enregistrer la température du microprocesseur, on peut enregistrer avec des antennes ce qui sort au niveau électromagnétique. Et en fait, ce qui en sort, c'est qu'on ne peut pas, de manière totalement aveugle, juste avec les techniques neuroscientifiques, faire sens du fonctionnement d'un microprocesseur. Donc ça questionne justement à quel point on va être capable de comprendre le fonctionnement du cerveau avec ces méthodes-là. Et c'est en ça que, justement, alors on peut renverser la question, est-ce qu'un microprocesseur peut comprendre un neuroscientifique? Est-ce que justement, ce n'est pas les développements du machine learning tels qu'a présenté Alex, qui vont être des nouveaux outils qui vont nous aider à mieux comprendre le fonctionnement du cerveau. Et alors pour conclure sur le grande global picture, donc on a vu qu'il y avait top-down et bottom-up. Si on a une cartographie un peu, on a du data mining tout en bas, on a l'intelligence artificielle, le machine learning. La neurobiologie est plus du côté data mining pour l'instant. Mais en fait, ces deux approches, elles forment un cercle vertueux qui est propre à la science en fait. C'est-à-dire qu'on part d'une théorie, on va développer les hypothèses et designer des expériences, collecter des données. Généralement, c'est on collecte des données, on collecte des données, on collecte des données. On arrive à un motif, on s'aperçoit que les données sont pourries, on revient à l'expérience. Mais au bout d'un moment, normalement, on arrive à un modèle qui permet de développer une théorie. Et donc, du coup, c'est un cercle vertueux à la fin. Et si on résume ce truc-là, l'approche plutôt bottom-up, ce serait justement les neurosciences cognitives, et l'approche top-down pourrait être justement l'intelligence artificielle et le machine learning. Donc il y a des compagnies qui ont commencé à comprendre qu'il y a un cercle vertueux à exploiter là-dedans. Donc typiquement DeepMind et Numenta, par l'ancien créateur du Palm Pilot, voilà. Donc ça c'est plutôt l'approche Thomas Edison. Après, il y a l'approche plutôt Niels Bohr, recherche fondamentale. C'est comment faire de la psychiatrie computationnelle et utiliser justement le machine learning et les modèles génératifs pour faire la compréhension purement fondamentale du fonctionnement du cerveau. Alors ça, justement, on a tout un panel d'outils. Donc je vous ai présenté, moi je travaille sur le côté interactionnel à droite. Et aussi, on peut le faire de manière computationnelle. Et pour finir, du coup, comme je suis un peu chauvin de l'Institut Pasteur, du coup, il y a en sociologie des sciences un truc qui s'appelle le cadran pasteurien. C'est justement le fait qu'on peut faire les deux. On peut faire de la recherche appliquée et de la recherche fondamentale. On peut nourrir la recherche fondamentale par des applications. Et je pense que justement, l'intelligence artificielle, c'est un très bon terrain de jeu pour ça. Voilà. Hop, tous les gens avec qui je travaille. Et merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, des questions. Une interrogation, en fait, outre plein d'autres questions qu'on abordera peut-être pendant la table ronde, mais sur le côté non-redondance du modèle, du design modèle par rapport au modèle évolutionniste. En fait, quand on a
commencé à fabriquer des ordinateurs, on s'est rendu compte qu'on avait besoin de redondance parce que sinon on n'était pas capable de corriger les erreurs. Donc finalement, même dans le modèle de design, on est quand même obligé de gérer une certaine forme de redondance, certes optimisée avec des méthodes qui peuvent paraître un petit peu éloignées de des méthodes évolutionnistes, mais de ce point de vue-là, il y a par exemple une conversion assez étonnante de la part de comment il s'appelle, qui travaillait sur les turbocodes avant, Paul Bérou. Ok. Claude Bérou, pardon. Claude Bérou, voilà. Ouais. Donc Claude Bérou, qui faisait la théorie des codes, les codes convolutifs, dont il est un des pères fondateurs, et puis qui s'est mis à travailler sur le cerveau. Donc je veux dire, il y a... D'accord. La question que j'aurais pu poser, non, c'est bon. Justement, lui, il s'intéresse à la partie information. Et il dit, Oui. il donne un autre sens aux redondances et il fait localiser les redondances ailleurs. Il dit c'est l'assemblée des nœuds qui fait que l'information est contenue. D'accord. Vous pouvez mettre la page des collaborations des gens avec qui vous travaillez? Ah oui. Oui, c'est tout. Et notamment, en fait, donc maintenant je suis à l'Institut Pasteur, mais en fait j'ai fait mon postdoc au centre de systèmes complexes à Floride Atlantique où je travaillais justement sur le côté interaction avec un avatar biophysiquement réaliste avec Scott Kelso. Donc je continue à travailler avec eux. Et justement à l'hôpital Robert Debré, on a lancé une plateforme axée sur tout ce qui est interaction sociale et neurosciences pour mieux comprendre justement qu'est-ce qui se passe dans le cadre des troubles du spectre autistique. Mais pour revenir sur la question, ce qui est marrant, c'est que je pense qu'avec l'intégration de Git, par exemple, dans la manière de coder, on a un peu justement plus d'évolution qui réapparaît en fait. Genre les branches vont explorer différentes possibilités. Moi, ça me fait penser un peu d'un point de vue, maintenant que je fais un peu de génétique aussi et d'évolution, on va, par exemple, il y a un gène qui est dupliqué dans le génome, ça va autoriser au gène de muter à différents endroits, et on va prendre la copie, voilà, et on va pouvoir resélectionner après derrière. Donc les branches vont pouvoir explorer différentes possibilités et être sélectionnées après. Ouais. Alors, je garde quand même, j'ai 2-3 questions de fond là que je voudrais bien garder pour tout à l'heure. Est-ce qu'il y a encore d'autres questions ou remarques? Non. Ça tombe bien. Comme ça, on va pouvoir ne pas être trop en retard et avoir du temps pour tout à l'heure.